Donc aujourd'hui, cette présentation, je l'avais intitulée « Promesses et fausses promesses du web pour la généalogie » parce que j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs points qui sont des points de frustration pour vous, qui sont des points de frustration pour nous, et qui finissent parfois par créer des frictions là où il n'y aurait pas besoin d'en être, parce que nous n'avons pas exactement la même compréhension de problèmes qui sont en réalité communs. Nous n'avons pas d'ailleurs forcément la même vision sur les solutions à y apporter. Et parce que les outils des archivistes sont conçus par des archivistes, pour vous, et que vous n'en comprenez pas forcément toujours le fonctionnement parce que nous ne savons pas forcément bien les expliquer ou parce que tout simplement, comme c'est nous qui avons conçu les outils, ils ne sont pas forcément parfaitement adaptés à vos besoins. Bref, Internet, vous le savez tous, puisque je ne vous vois plus dans ma salle de lecture, est un champ d'expérimentation assez extraordinaire, un outil presque magique. Mais comme tous les outils magiques, il y a un envers du décor, il y a un truc derrière la magie. Et quand on connaît les trucs, on se rend compte effectivement de ce que la magie ne fait pas. Et que la magie n'est pas si magique. Alors je vais commencer par un point, vous avez tous vécu depuis 18 mois. Ouh là, ça fait beaucoup de bruit, mais qui se fait rentrer. Vous avez tous vécu depuis 18 mois, plus ou moins enfermés, plus ou moins recentrés sur vos domaines de hobby, sur vos passions, sur votre ordinateur aussi, il faut bien le dire. Et je le sais puisque depuis 18 mois, la fréquentation des sites internet d'archives augmente selon les régions de 10 à 30%. Autant vous dire que le 13 mars 2020 a été le début d'une pointe de consultation un peu partout en France qui a subi les vagues et des confinements et des beaux temps, bien sûr, puisque cet été, on a plutôt une bonne fréquentation vu que vous ne pouviez pas aller dehors. Alors, ça a été à la fois une parfaite continuité de ce qui existait déjà. Ça fait 10 ans que je ne vous vois plus en salle de lecture. J'en suis très content. Je vous aime bien, hein, ce n'est pas le problème. Enfin, la plupart d'entre vous, d'ailleurs, je ne vous connais pas puisque je ne suis pas là depuis 10 ans, mais seulement depuis bientôt 5 ans. Mais ça veut dire que nous arrivons à vous apporter le service que vous souhaitez à n'importe quelle heure, d'où que vous soyez, sans avoir à vous déplacer, et finalement sans avoir besoin d'aide, en tout cas pas la nôtre. Parce que nous ne sommes pas disponibles, évidemment, lorsque vous faites vos recherches, par exemple. Petite blague, d'ailleurs, vous savez quand est-ce que vous faites vos recherches sur Internet ? Alors, des fois le dimanche, eh ben non. Justement, pas le soir. Le pic de recherche, c'est après la sieste. Après la sieste, à partir de 15h30, 16h, là, on a un pic de fréquentation, c'est vrai, de tous les services d'archives départementales de France, jusqu'à 18h. Alors, on a coutume de dire que c'est après les Feux de l'amour et avant le jeu de 18h, mais effectivement, on n'est pas du tout sur ce qu'on croyait, nous, aux autres archives. On s'est dit, les gens vont pouvoir consulter à 23h le soir s'ils en ont. Non, à 23h, les gens sont couchés. En tout cas, nos internautes n'utilisent pas nos sites. C'est vraiment un pic entre 16 et 18h là, de consultation, qui est assez fort. Même pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'au 15 mars, il ne fallait pas essayer de se connecter sur notre site entre 16 et 18h parce qu'il tombait en carafe. Vous avez été tellement nombreux qu'il est tombé en panne. Pendant un mois, vous l'avez tous subi, évidemment, nous aussi. Alors, petite blague à part, effectivement, la tendance, je vous disais, vous ne venez plus, mais le Covid, d'une certaine là, Covid, a accentué ça. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte que, bien sûr, comme nous étions en partie fermés, dans des conditions pas forcément très agréables, vous êtes moins venus. Une fréquentation qui a perdu 40% sur l'année 2020. Et 2021 s'annonce dans les mêmes eaux. Mais ce qu'on observe, c'est que petit à petit, les conditions normales se rétablissent, mais nous ne retrouvons pas nos hausses, nos niveaux de fréquentation précédents. Et de fait, il est trop tôt pour tirer un bilan, mais je pense qu'on pourra le tirer d'ici 1 an, 2 ans, peut-être 3. Il est fort probable que cet épisode de chez soi, repli sur son ordinateur, et encore un peu accentuer cette transition qui était tendancielle mais qui avait ralenti, la consultation des ressources archivistiques chez soi à partir d'Internet. Pour vous donner un exemple, on avait 840 lecteurs inscrits en 2019, 550 en 2020. Bien sûr, nous étions fermés une partie de l'année. Cette année, on s'oriente vers 600.
Pourtant, on a repris une activité presque normale à l'heure actuelle, à part les conditions sanitaires, c'est-à-dire les gestes barrières. De fait, on se rend compte que tout un public a sauté le pas, a pris des habitudes et on pense qu'ils ne reviendront pas avec la réouverture des conditions normales de fréquentation. Alors pourquoi je fais ce détour? Parce que tout ça, c'est des choses que vous savez, c'est juste pour vous dire qu'il y a eu un coup d'accélération et qu'il a un impact pour nous et il va en avoir pour vous. L'impact pour vous, c'est qu'effectivement, on se rend compte que de plus en plus, les gens ne souhaitent plus se déplacer, souhaitent accéder à leurs ressources en ligne et peuvent avoir, s'ils ne sont pas assez rompus à l'exercice, l'impression qu'on trouve à peu près tout en ligne, ou pire, que l'on devrait tout trouver en ligne. Et vous êtes tous normalement bien placés et aguerris pour savoir que ça n'est pas le cas, évidemment, et surtout que les moyens de tout trouver en ligne ne sont pas évidents. Là aussi, pour illustrer mon propos, je vais refaire un détour par France Archives, qui est un site que j'espère vous connaissez tous, qui est le site du service interministériel des archives de France et qui a vocation à regrouper les ressources de tous les services d'archives de France. Donc un seul site pour les interroger tous, c'est comme le Seigneur des Anneaux, vous voyez. Ce site est très très fréquenté. Si vous souhaitez que j'utilise le micro, vous me dites. Donc ce site est très très fréquenté, ce sont des millions de pages vues chaque mois. Savez-vous quelle est la demande, parce qu'il y a un moteur de recherche, qui est faite le plus souvent? Ce sont des noms de personnes. C'est-à-dire qu'à plus de 65% des demandes, des recherches qui sont saisies dans ce bloc de recherche, les gens tapent le nom de leur ancêtre. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, je vais vous expliquer pourquoi, même si vous le savez en partie. Et là, on atteint le premier point de frustration de toutes ces personnes qui ne viennent pas en salle d'archives, c'est qu'il n'y a pas d'archiviste pour expliquer que ça ne peut pas marcher. Et on va taper le nom de son grand-père, mais alors enfin, mais il n'y a rien, on ne trouve rien dans les sites d'archives. Ben si, mais pas comme ça. Sauf que vous n'avez plus d'intermédiaire pour vous le dire, pour vous apprendre comment chercher. Alors pourquoi on ne trouve rien? Vous le savez sans doute, nos inventaires ne sont pas rédigés pour relever les noms de personnes. Un inventaire d'archives, ça va vous dire, tiens, j'ai une boîte, qu'est-ce que je suis susceptible de trouver dedans? Et non pas, qu'est-ce que j'ai dedans? C'est-à-dire que vous allez avoir, ce registre est un registre d'état civil de la commune de Jaunet-Marigny, Jaunet-Clan, entre 1860 et 1870. Une fois que vous avez fait cette description, qui est celle que font les archivistes, vous avez décrit très précisément ce que vous étiez susceptible de trouver dedans. Mais ça veut dire qu'il faut un cerveau humain pour interpréter la phrase que je viens de vous dire, pour dire « Mon grand-père, qui est sans doute né à Jaunet-Clan en 1865, je peux peut-être trouver son acte de naissance là-dedans. » Il était vieux, votre grand-père. Mais la machine ne sait pas. C'est-à-dire que si vous tapez le nom de votre grand-père, ça n'aboutit pas. Et donc, il faut imaginer que les archivistes, depuis 2 siècles, décrivent non pas les archives pour que vous trouviez l'intégralité du contenu des documents, la ressource brute d'une certaine manière, cette recherche-là vous incombe, mais pour vous donner une idée, afin que vous déterminiez si à l'intérieur de cette boîte, il y a un document qui vous intéresse ou pas. Or, Internet, les moteurs de recherche, Google pour ne pas le citer, ou le moteur de recherche France Archives, fonctionne à l'inverse. Il interroge du contenu comme si on avait transcrit tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Donc quand on vous donne accès à Google, vous tapez votre grand-père, vous vous attendez à ce qu'en fait la description archivistique ait décrit ligne à ligne tous les papiers qui constituent la boîte ou le registre. C'est physiquement aujourd'hui strictement inatteignable, impossible à atteindre pour les archivistes. C'est d'ailleurs toute la force de vos bases généalogiques de dépouillement. Vous le savez ça depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, plus vous vous éloignez du lieu physique des archives, plus vous avez l'habitude d'être seul face à votre machine, plus vous allez être contaminé, le mot n'est peut-être pas le bon, mais par les modes de recherche qu'on utilise tous les jours sur Internet, c'est-à-dire le moteur de recherche en plein texte, et plus vous allez vous attendre à ce que tout réponde de cette manière-là. Et c'est particulièrement vrai des néo-généalogistes, c'est-à-dire ceux qui débutent la généalogie, il faut bien débuter à un moment ou un autre, et qui n'ayant pas forcément l'expérience d'autres modes de recherche, cherchent comme ça.
Et si je vous en parle, c'est que c'est énorme. C'est-à-dire 65 à 70% de gens qui cherchent un nom de famille sur France Archives, ça veut dire que c'est largement majoritaire comme mode de recherche. Alors que nous savons très bien que nous ne pouvons pas, nous archivistes, répondre dans ces termes-là à ces recherches. Ça, c'est la première fausse promesse du web. Vous faire croire qu'en tapant un nom, de manière magique, vous allez avoir accès à toutes nos ressources. Les plus aguerris d'entre vous savent ça depuis très longtemps, mais je vous assure que les moins aguerris ou les plus jeunes généalogistes se font avoir tous les jours. En pestant contre ces satanés archivistes qui ne mettent pas un accès à leurs ressources, ou parce qu'on ne trouve rien dans les archives, c'est quand même mal classé. Ben non, mais nous ne pouvons pas atteindre les standards du web tels que Google vous a habitué à les utiliser. Alors cette fausse promesse, elle est frustrante pour vous. Pour vous, quand je dis vous, ce n'est pas forcément ceux qui sont autour de moi aujourd'hui. C'est la communauté généalogique, qu'elle soit à l'intérieur d'une association ou non. Bien sûr qu'elle est frustrante puisqu'on ne trouve pas ce qu'on cherche, ou on a en tout cas l'impression que ça n'existe pas ou que c'est introuvable. Elle est frustrante pour nous parce que ça veut dire que nous avons face à nous une communauté pour qui on a rendu, je pense, un service appréciable, le fait de pouvoir accéder à des ressources énormes, considérables, sans intervenants, enfin sans intermédiaire, sans dépendre de notre disponibilité ou la disponibilité de la salle, mais si bien que nous ne sommes plus là pour vous alerter sur « oui, mais ça ne marche pas comme ça ». Donc c'est frustrant aussi pour nous parce qu'on sait qu'on rend un service public qui est sans doute appréciable, apprécié, mais tronqué de sa partie de médiation. Alors de ce point de vue-là, nous en subissons, nous, à notre tour, les conséquences. Je ne sais pas si vous avez une petite idée des conséquences, notamment de cette dématérialisation de la consultation, et pire encore de la Covid, mais pour nous, elle est très concrète. C'est le nombre de demandes de recherche par correspondance. Ben oui, puisque vous ne trouvez pas. Vous nous écrivez. Comment se fait-il? Mais enfin, je ne trouve pas. Ou mieux, alors ça, c'est le nec plus ultra, mais c'est vraiment bien, c'est j'ai repéré qu'il doit exister un acte de telle date, à tel endroit, est-ce que vous l'avez? Alors pour nous, ça c'est top, parce qu'on sait ce qu'on cherche. Mais bien souvent, c'est « Bonjour, qu'avez-vous sur mon grand-père » Qui était votre grand-père déjà? Première question. C'est du véridique, hein, je vous assure qu'une fois par an ou 2 fois par an, on a quelqu'un qui nous écrit sans plus d'informations. « Bonjour, qu'est-ce que vous avez sur mon grand-père » Sans nous donner le nom du grand-père, ni rien. Hein, voilà. Sans parler de ceux qui nous écrivent et qui écrivent à tous les services d'archives de France en même temps. « Qu'est-ce que vous avez sur mon grand-père » Le mec habite à Lille, à Tourcoing ou que sais-je. Mais on écrit à toute la France au cas où. On ne répond pas à ça. On est incapable de répondre à ça. Alors, c'est très concret ce que je vous raconte, puisque en fait, derrière une demande de recherche que vous nous adressez, nous, il y a du temps de travail. L'équipe n'augmente pas, elle est relativement stable. Vous savez que les budgets publics ne sont pas vraiment à la hausse, donc on ne peut pas mettre de plus en plus d'agents. Par contre, on a de plus en plus de demandes, et chaque demande demande un certain nombre de minutes en fonction de sa complexité. Pour vous donner quand même un ordre d'idée de la mesure, je prends 20% d'augmentation de demandes de recherche par an. L'année dernière, c'était plus 33%. Je suis parti en 2016 d'environ 750 demandes par an. En 2020, c'était 1675 demandes de recherche par an. Donc vous voyez que j'ai fait plus que doubler. Donc en 5 ans. Oui, bon, très bien, c'est vos oignons, c'est vous le directeur. Oui, je sais, mais l'impact c'est quoi? Ça veut dire que je dois mettre de plus en plus de gens pour vous répondre, que c'est de plus en plus difficile, du coup les délais s'allongent, et que nous, on a un enjeu majeur parce qu'à un moment, on va être asphyxié. Et déjà, on est au bord de l'asphyxie à l'heure actuelle. Parce que moins vous venez, moins vous faites les recherches par vous-même, plus vous nous demandez de l'assurer à votre place, eh bien, plus c'est difficile pour nous. Donc pour nous, pour répondre à l'asphyxie, il y a 2-3 manières de faire. Il y en a une que vous allez voir, ça ne va pas vous plaire. C'est d'arrêter de répondre. Ou plutôt d'arrêter de répondre à certaines sollicitations. Vous savez déjà que nous ne faisons pas les recherches généalogiques. Je pense que vous comprenez à quel point. Pourquoi? Parce que vous-même, vous pouvez y passer des heures. Alors imaginez-nous, qui ne connaissons pas la famille. Mais ça pourrait être dire, non, mais certaines recherches, je ne les fais plus parce que nous n'avons plus le temps ni le personnel pour le faire. Donc pour éviter ça, on essaye de faire une autre approche qui est de dire, non. Quand on nous dit, je cherche l'acte passé par mon grand-père à Jaunet-Marigny devant le notaire un tel,
Mais ça, on ne prend pas beaucoup de temps pour le trouver. On a toutes les informations et notre site nous dit les minutes du notaire Intel, sur l'année temps, c'est tel code, je vais dans le magasin, je trouve le document, je vous le numérise et c'est terminé. Ça prend un temps relativement court. Beaucoup plus court que si vous me dites « Mon grand-père a passé un acte, je crois, dans les années 1860 et il habitait à côté de Jaunet-Marigny. » Eh bien, que voulez-vous que je fasse? Et ça arrive tout le temps. Donc l'un de nos enjeux, c'est faire en sorte que vous soyez en capacité de nous dire précisément la date de l'acte, le notaire, etc. C'est pour ça, et ça vous le savez, parce que je vous en avais déjà parlé il y a 2 ans, je crois, que nous numérisons toutes les tables des séries sérielles, les tables de l'enregistrement, les tables des hypothèques, les tables on commence le cadastre sur les tables alphabétiques des propriétaires qui vont petit à petit apparaître sur notre site internet, etc. Parce que dedans, puis les tables des notaires, bien sûr, les répertoires des notaires, on va vous demander de les consulter et c'est vous qui allez trouver, c'est-à-dire passer les 2 heures qu'il faut passer pour trouver le nom de votre grand-père et trouver la date de l'acte et le nom du notaire. Et à partir de là, on prend le relais d'une certaine manière. Mais sans quoi, ces 2 heures-là, je ne peux pas vous les consacrer. Sauf que vous voyez qu'on n'est plus du tout dans une démarche où vous tapez notre grand-père et il sort quelque chose. Vous êtes en train d'avoir déjà une démarche de recherche initiale. Et pour la fin, si vous ne souhaitez pas vous dépasser, nous terminons le travail parce qu'il demande physiquement d'aller consulter le document. Donc là, on est sur une collaboration de recherche d'une certaine manière entre nos internautes et nous. Mais il y a un présupposé qui est très très lourd, qui est d'être sûr que vous sachiez faire cette recherche préalable. Et c'est très très loin d'être le cas de tous, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas expliqué, parce que vous ne savez pas où chercher, parce qu'en fait, parfois c'est compliqué. Si vous avez déjà fait des recherches dans les hypothèques, ce n'est pas très compliqué, mais c'est long, et si on ne vous a pas expliqué, vous ne trouverez pas. Surtout si vous cherchez un domaine public. Si on ne vous a pas expliqué ce qu'est l'enregistrement, que ça existe déjà, qu'est-ce que ça fait, comment on cherche dedans, il n'y a aucune chance que vous en serviez. Et pourtant, vous allez trouver des actes de notaire au bout avec quand même. Ce qui est en gros la demande de 40% des gens qui s'adressent à nous, un acte de notaire à l'heure actuelle. Comment je fais pour vous expliquer, puisque je ne vous vois plus? Là aussi, fausse promesse du web, on a l'impression qu'on va tout trouver immédiatement, mais en fait, vous avez toujours besoin de nous pour qu'on vous explique. Alors, vous n'avez pas exactement besoin de nous, en fait, vous avez besoin qu'on vous explique. Que ce soit un archiviste ou un cercle d'entraide généalogique, finalement, quand l'explication est bonne, peu importe son origine. Combien de personnes maîtrisent vraiment les recherches dans l'enregistrement au sein du CGP? Il y en a. Vous les connaissez? Vous avez déjà fait appel à elles? Pas forcément. C'est-à-dire qu'au sein du même entraide, parfois, l'information, même si elle est disponible, ne circule pas forcément facilement, ou en tout cas pas à 11 h le soir quand on est en train de consulter son site internet. Et pire, et là vraiment, vous m'excuserez du propos, mais parfois c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Même si on l'explique bien, avec tous les détails, le fait est que la recherche est complexe et que tout le monde n'a pas envie de s'embêter à comprendre comment ça fonctionne, ou parce que justement il est 23 h et qu'on n'a pas très envie de... On a une journée longue, difficile, pas envie de comprendre, on ne fera pas l'effort. Faut-il que nous, archivistes, nous imposions à nos lecteurs l'effort de comprendre les méandres du mécanisme de l'administration française dans son ampleur pour trouver quoi que ce soit? Parfois, on n'a pas trop le choix, et chaque fois qu'on a le choix, on va essayer de faire en sorte que non. Et là, j'étais un peu sur le volet fausses promesses du web, j'aimerais aller sur les futures promesses du web. On se rend compte de plus en plus que nous, archivistes, notre enjeu, il est là. Faire en sorte que vous soyez non pas seulement autonomes pour consulter des ressources, parce qu'on a numérisé des choses. Quand on a numérisé l'état civil, vous arriviez directement sur le document que vous vouliez voir. Quand on numérise le répertoire des notaires, vous arrivez à une table et vous dépendez de nous pour accéder au document que vous voulez voir puisqu'il n'est pas numérisé. Au passage, en moyenne, les services d'archives départementaux en France ont numérisé 2% de leurs fonds. Il en reste 98. Ça fait 20 ans qu'on numérise. J'espère que vous n'êtes pas pressé pour la fin. Et on en rentre tous les jours. Et de toute façon, on en rentre plus que ce qu'on est capable de numériser dans l'année, et tout n'a pas forcément d'intérêt. Donc on ne peut pas imaginer, en tout cas en l'état actuel des technologies, de vous fournir 100% de ce que nous possédons dans nos fonds.
Même mieux, les inventaires de recherche que vous consultez peut-être sur notre site, pour les archives de la Vienne, ça correspond à 45% du fonds. Ça veut dire qu'il y a 55% de nos inventaires auxquels vous n'avez pas accès sur notre site internet pour le moment. Et puis on galope tout ce qu'on peut pour vous les donner au fur et à mesure. On est passé de 9% en 2019, un peu moins, à 45%. Donc vous voyez qu'avec le Covid, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on puisse mettre les bouchées doubles, mais on est encore loin du compte. Donc vous n'accédez pas à la ressource brute, celle qui vous intéresse in fine, c'est celle qui n'est pas en ligne, puisqu'on ne met que les tables en ligne. Mais parce que c'est considérable. Les notaires, c'est 2,5 km linéaires de notaires dans la Vienne. Voilà, j'avais fait le calcul, il me faudrait 1,3 million d'euros pour numériser l'ensemble. À votre banqueur, à la sortie, il y aura une petite sébille, si vous souhaitez. Et ça n'est que la numérisation, ce n'est pas la mise en ligne qui coûte aussi énormément d'argent, puisqu'il faut héberger sur Internet. Donc notre enjeu, il est bien là. C'est faire en sorte que vous soyez capable non plus de consommer quelque chose qu'on a mis et choisi pour vous en ligne, mais que vous soyez capable de nous dire ce dont j'ai besoin moi, c'est ça, avec suffisamment de précision pour que dans le temps imparti des fonctionnaires qui travaillent aux archives, nous soyons en capacité de vous apporter le service dont vous avez besoin. Vous le savez sans doute, les archives de la Vienne ont mis en place la numérisation à la demande il y a 4 ans. Elle n'est pas extrêmement chère, mais c'est quand même 1 euro par page, en gros, enfin 50 centimes, mais c'est minimum 1 euro. Si vous avez 250 pages à voir, c'est l'horreur, ça coûte très cher. Si vous n'avez qu'une page, avec 1 euro, ça coûte infiniment moins cher que l'essence pour venir aux archives départementales. Scoop, les archives des Deux-Sèvres s'y mettent là, normalement au 1er janvier, vous pourrez faire la même chose avec les archives départementales des Deux-Sèvres, puisqu'ils bloquaient encore sur un problème administratif, mais qu'ils sont à peu près prêts désormais. Comment je vous amène sans douleur à savoir que me demander? Voilà l'un des grands enjeux. Et ça, c'est plus une fausse promesse, c'est une vraie promesse que les archivistes essayent de faire. C'était l'un des objets du site commun Vienne-Deux-Sèvres, c'est de mettre en commun aussi le temps de cerveau disponible de nos archivistes des 2 départements pour créer ce que nous on appelle des recherches guidées ou pas à pas, qui viennent vous prendre par la main en vous posant des questions en langage naturel, sans vous apprendre quoi que ce soit, sans vous faire la leçon, pour vous dire ce que vous cherchez se trouve là. Avec la Covid, en fait, on devait en ouvrir l'année dernière. Ces pas à pas n'ont pas vu le jour puisque c'est un peu passablement désorganisé les 2 équipes et surtout on a besoin de se voir en réunion pour monter ces pas à pas parce que ça veut dire qu'on doit régler les cas de 2 départements mais qui sont très très similaires. Mais ça va venir très progressivement désormais à tel point que les Archives de France, qui trouvaient que c'était une bonne idée, se sont lancées également dans la création d'un service qui s'appelle Locadoc. Alors attention, c'est le moment publicitaire. Locadoc, c'est top. Voilà. C'est une expérimentation du ministère de la Culture pendant 8 semaines qui est aujourd'hui déployée sur le site des archives départementales de la Vienne et des Deux-Sèvres, mais également sur quelques autres sites d'archives et municipaux et départementaux, qui a pour vocation de vous guider pour définir quel est le document qui vous intéresse. Parce qu'un des problèmes que nous rencontrons, c'est que les gens viennent avec 2 types de questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Je vous l'ai déjà faite. Qu'est-ce que vous avez sur mon grand-père? C'est-à-dire faire une recherche générale sur un nom, nous ne savons pas faire. L'autre, c'est je cherche un droit de passage, une servitude. C'est-à-dire, ça c'est un grand classique, vous avez peut-être déjà eu le problème vous-même, quelqu'un qui ne cherche pas un document, qui cherche une information. Et qui ne sait pas dans quel document administratif cette information va pouvoir être trouvée. Là, c'est le boulot des archivistes de vous dire telle information, c'est traité par telle administration française, à l'intérieur de tel document, on va pouvoir trouver. C'est ça que fait Locadoc. Locadoc, ça va vous poser des questions. Vous cherchez quoi? Il va vous donner une liste, un permis de construire, l'historique d'un bien, un acte notarié, etc., va vous poser des questions en langage naturel. Vous allez répondre à plusieurs séries de questions et à la fin, il va vous dire l'information que vous cherchez se trouve dans tel document et ce document est conservé dans tel service d'archives. L'idée étant vraiment de prendre par la main des néophytes qui n'ont aucune idée de quel est le document qui porte l'information qui les intéresse et encore moins de quelle est l'administration qui le détient. Puisque vous le savez peut-être,
Mais un des grands classiques des administrations, c'est de vous dire « Ah ben non, 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 c'est plus au tribunal, ça, on l'a versé aux archives départementales. » Ah écoutez mon brave monsieur, le tribunal a peut-être l'impression de nous les avoir versés, mais c'est encore dans leur cave. Et on va vous renvoyer la balle d'une administration à l'autre. Voilà, l'un des objectifs, c'est de dire non, non, on sait où sont les choses et on va l'indiquer à nos concitoyens pour éviter cette perte de temps pour tout le monde, pour le concitoyen comme pour nous, de se renvoyer la balle juste parce qu'on a oublié de vérifier si les minutes étaient bien versées, si elles étaient encore au tribunal, etc. etc. Et donc l'un des enjeux pour nous, l'une des vraies promesses, c'est de dire on ne va pas apprendre aux généalogistes ou aux chercheurs à chercher, ou alors ceux qui le veulent de toute façon le feront l'effort et c'est très bien, ils trouveront tout un tas d'entraide, enfin tout un tas de documents d'entraide, notamment dans les cercles généalogiques. Et pour ceux qui ne veulent pas en fait faire cet effort-là, ou n'ont pas la disposition d'esprit, ou parce qu'ils ne sont pas généalogistes, mais ils ont juste besoin d'un document administratif, eh bien on va essayer de les prendre par la main et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de charge mentale d'apprentissage, que tout repose sur des automatismes ou sur la saisie d'un archiviste pour dire c'est à tel endroit. Or, comme je l'ai dit, le nombre de demandes de recherche par correspondance explose. Donc si je mets un archiviste derrière chaque demande, je ne m'en sors pas. Mais il y a une quantité considérable de demandes qui sont toutes les mêmes et qui se traitent toutes de la même manière parce que c'est tous les jours la même manière de chercher. Si je prends les hypothèques, je vous l'ai cité tout à l'heure, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont l'habitude d'utiliser les registres des hypothèques. Il faut ouvrir le registre indicateur de la table alphabétique. A, B, C, D, vous cherchez Chenard par hasard parce qu'il vous intéresse ce gars-là. C, vous allez avoir une liste de tous les noms qui commencent par C. Vous allez finir par trouver Chenard, ça va vous renvoyer à un numéro de page, mettons 76, du registre alphabétique. Vous allez ouvrir le registre alphabétique, vous allez ouvrir la page 76 et là vous allez voir tous les Chenards. Et à chaque Chenard en face, il va y avoir une page différente du registre de formalité. Donc vous allez ouvrir ensuite, vous allez trouver le bon Chenard, vous allez chercher le registre de formalité, et là vous allez avoir tous les actes listés au nom de cette personne, qu'ils soient acquéreur, vendeur, héritier, etc. Qui va vous renvoyer à chaque acte un nouveau numéro de volume, les registres hypothécaires de transcription des formalités, qui lui n'est pas numérisé, et sur lequel vous trouverez la copie de votre acte notarié. Mais enfin, si vous ne connaissez pas le fait qu'il fallait prendre le premier volume, puis le deuxième, puis le troisième, enfin, c'est incompréhensible comme système. Le but, ce serait de faire un pas à pas qui vous dise « Très bien, vous cherchez quoi? Un nom de personne, très bien. Par quelle lettre commence le patronyme de cette personne? C'est voici la première page d'essai, relevez le nom. Vous avez ici à droite un numéro, relevez-le, mettez-le dans la petite case là, toc, ça vous ouvre le prochain volume. » directement, etc. En tout cas, des étapes qui sont suffisamment faciles pour que, si vous n'avez pas envie de faire l'effort de comprendre, vous trouviez quelque chose quand même. Ça, c'est un vrai enjeu parce que nous considérons de plus en plus que ça qualifie vos recherches. Au lieu de nous demander ce qu'on a au nom de Chenard, vous allez faire toutes les premières étapes par vous-même parce qu'on vous en a donné les outils pour le faire. Et des outils qui sont adaptés à tout niveau d'instruction, à tout niveau de familiarité avec la recherche en archives. Donc nous, on a tout intérêt, hein, on va gagner du temps derrière. Et vous avez un minimum de réponses sans attendre 2 semaines que nos équipes puissent prendre en charge votre demande parce qu'on a déjà 2 semaines de retard sur les précédentes demandes. Pareil, si vous avez des demandes administratives à faire, faites-les en juillet. Parce que les gens font plus de demandes. Donc notre liste s'épuise et on a moins de retard en juillet-août qu'en septembre. Alors février-mars, par exemple, vous n'attendez pas à ce qu'on réponde dans la journée, c'est la catastrophe. C'est le mois où on nous sollicite le plus. Il ne fait pas beau, on est chez soi, on se pose des questions, donc on les pose à l'archiviste. En tout cas, ça nous permet de qualifier un petit peu ça. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles eh bien, les archivistes ont de l'expertise, parce qu'en fait, ça n'est que notre métier de savoir où chercher. L'idée, c'est de dire, je vais recréer une médiation entre vous et nous, quand bien même vous ne venez pas en salle de lecture, et une médiation qui va reposer sur un ordinateur, c'est-à-dire que vous n'avez pas de personne derrière vous, c'est un ordinateur qui va vous répondre, parce que ce sont des réponses systématiques, mais qui a bien été conçu par un être humain pour s'adresser à des êtres humains. Est-ce que c'est à peu près clair? J'enfonce le clou, je sais, mais il me semble important, parce que parfois nous aurons besoin de vous pour améliorer ces dispositifs. L'OCADOC dont je vous parlais est une expérimentation qui dure 8 semaines. Au bout de 8 semaines, le ministère de la Culture va faire un point sur est-ce que c'est intéressant ou pas.
S'ils n'ont pas assez de retours positifs ou ne se sont rendus compte que personne n'avait regardé ça, ils vont fossoyer le projet. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ce sont sur les pages. Aujourd'hui, c'est juste un test sur les biens immobiliers, qui est là pour pas à pas vous dire, si vous cherchez un bien immobilier, selon le document que vous cherchez, vous allez vous adresser à telle administration, à telle ou telle autre. Vous le trouverez sur notre site internet dans Apprendre à faire des recherches ou dans justement les pages qui vous permettent de faire des recherches par correspondance. C'est la fin du moment publicitaire. En tout cas, ce sont des systèmes dans lesquels nous croyons parce que nous voyons bien que nous sommes dépassés par la masse de la demande qui enfle. Le petit souci, c'est qu'il faut être sûr que les gens s'en emparent et que ça correspond bien à une manière pour eux de chercher et qu'ils comprennent les questions. Le modèle derrière, c'est servicepublic.fr. C'est un site que vous avez peut-être fréquenté, vraisemblablement, qui permet de faire tout un tas de démarches en ligne et de savoir à quelle administration s'adresser pour déposer un permis de construire, pour faire une demande de titre d'identité, etc., etc. C'est cette démarche-là qu'on essaye d'appliquer aux archives avec une variété presque infinie de types de recherches. Donc on va commencer par les plus fréquentes. Et les recherches immobilières sont parmi les plus fréquentes, bien évidemment, avec les recherches sur les actes notariés. Ça, c'est la première promesse. On la touche du doigt, on est en train de la faire maintenant et nous aurons besoin de vos retours pour la perfectionner. La prochaine promesse, c'est une très mauvaise promesse, mais elle est très alléchante. C'est de continuer à être feignant et de faire en sorte que les ordinateurs puissent répondre à « je mets le nom de mon grand-père » et il sort quelque chose. Vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, apprenez-le, les archives en général s'intéressent de plus en plus à la reconnaissance optique de caractères manuscrits. Ce sont des technologies qui sont encore instables, en cours d'élaboration, c'est-à-dire que nous savons faire de la reconnaissance optique de manuscrits, c'est-à-dire reconnaître une écriture manuscrite et savoir ce qu'il y a écrit par une machine, à condition d'apprendre longuement à la machine à lire. C'est-à-dire que ça se fonde sur l'intelligence artificielle, on appelle ça le machine learning, c'est-à-dire qu'on va apprendre à un ordinateur à lire les écritures manuscrites en lui donnant des images et en lui disant à tel endroit c'est un L, à tel endroit c'est un E, à tel endroit c'est tel mot. D'ailleurs, on fonctionne plus par mot que par lettre en réalité. Et lorsqu'elle a lu 2000 pages que vous lui avez transcrites, la machine sait lire. Et vous lui envoyez ensuite 20 000 pages, elle va vous les transcrire. Sauf quand vraiment le graphiste, et vous savez que ça arrive, écrit mal. Mais tant que l'écriture est à peu près régulière, ça marche en réalité très bien. Toute la difficulté est de trouver des corpus déjà transcrits suffisamment importants pour que la machine apprenne à lire. Résultat, eh bien, ça fait 3, 4, 5 ans que ces tests ont lieu aux Archives nationales sur des écritures du XIVe et du XVe siècle et de plus en plus sur des écritures du XIXe et du XXe siècle. Commence cette année un programme universitaire qui a pour vocation de faire la transcription intégrale de tous les recensements de population de France de 1841 à 1936. Si le projet va à son terme, il y aura un dépouillement nominatif intégral de toutes ces ressources pour toute la France d'ici 3 ans. Bon, déjà, ça marche sur vos plates-bandes. Mais c'est quand même une base nominative formidable et c'est un programme universitaire qui est soutenu par les Archives de France qui restituera le résultat de ces OCR aux archives départementales. Donc nous pourrons mettre à disposition les bases nominatives, si elles fonctionnent, à votre usage. C'est déjà pas si mal. Mais surtout, l'énorme bénéfice de ces programmes-là, c'est qu'on aura appris aux machines à lire pendant un siècle l'écriture de l'administration, un peu partout en France, et que cet apprentissage pourra être utilisé sur d'autres corpus, vraisemblablement. Autrement dit, ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, nous allons voir se démultiplier les initiatives de reconnaissance optique de caractères manuscrits sur des corpus archivistiques de plus en plus importants, plus en plus volumineux, et qui vous intéressent, et qui vont rendre possible un peu plus de recherche nominative que ce que vous avez déjà permis en fait au cours des 20 années ou 30 années de dépouillement qui ont précédé,
et que vous savez à quel point c'est pénible et long, de manière massive, de manière rapide et de manière relativement fiable. Ce sont des technologies qui aujourd'hui sont très fiables. Il n'y a jamais 100% d'identification des noms, c'est jamais sans erreur, mais aucun dépouillement fait par des êtres humains n'est sans erreur. Vous le savez ça aussi. Parce que les écritures sont difficiles à lire, parce qu'il y a des fautes d'inattention. Enfin, l'ordinateur ne fait pas de fautes d'inattention, mais si l'écriture est difficile à lire, il peut mal interpréter certains caractères. Autrement dit, le travail que vous faites depuis 30 ans va pouvoir être fait sous certaines conditions, sur des masses considérables de corpus que vous n'avez pas encore dépouillés. Il est évident que sur l'état civil, ce ne sera pas une cible prioritaire, vous l'avez déjà fait, vous ainsi qu'un certain nombre de sociétés généalogiques. En revanche, des corpus tels que les répertoires de notaires, des corpus tels que l'enregistrement, les hypothèques, qui sont massivement nominatifs, eh bien, pourraient apporter quelque chose de tout à fait nouveau et intéressant en termes de base de données. Alors moi, j'y vois un inconvénient. Vous allez en voir un autre, je pense. Moi, l'inconvénient, c'est que ça veut dire que je continue à bercer un certain nombre d'utilisateurs sur Internet dans l'illusion qu'on peut tout trouver avec un nom de famille. Ce sera toujours faux. Ce sera toujours, on aura des corpus plus importants, mais il est évident qu'on ne pourra pas faire l'ensemble des corpus, en tout cas pas avant très longtemps, et que ça ne résume pas la richesse d'un fonds d'archives, même sur des personnes. L'inconvénient pour vous, c'est qu'il va peut-être vous obliger à vous réinventer. Que font les sociétés généalogiques, les cercles généalogiques, dans un monde où la machine fait ça plus vite et mieux? Quand l'entraide devient moins nécessaire, à quoi servent les associations généalogiques? Vous avez tous, je pense, plein de réponses en tête, mais peut-être qu'il faudra aussi se reposer la question, quelle est la place des sociétés généalogiques? Peut-être d'ailleurs dans le développement de ces corpus, puisque, comme je vous l'ai dit, ces machines ont besoin d'apprendre. Ça veut dire qu'ils ont besoin quand même d'êtres humains qui leur disent « ça, tu l'as bien lu, c'était bien le bon caractère ». Donc on a un besoin massif de transcription pour que la machine puisse ensuite abattre des kilomètres de papier, d'images à identifier. Peut-être est-ce la place des sociétés généalogiques, des universitaires, de prestataires, je ne sais pas. L'avenir va nous le dire assez rapidement en réalité, mais il est certain eh bien, que le travail sur lequel vous avez thésaurisé depuis 30 ans sera potentiellement remplacé par le travail d'une machine. Ça fait un peu peur parce que c'est à peu près tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde du travail. Vous voyez qu'au supermarché, désormais, ce sont des machines qui font pour partie le travail des caissières. Ça peut toucher le monde associatif, bien évidemment. Alors les promesses et les fausses promesses du web. Je ne voulais pas faire quelque chose de très long parce que c'est assommant tout ce que je viens de vous raconter. C'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un outil formidable, que la Covid, de toute façon, l'a rendu encore plus indispensable et nous a tous habitués à encore moins de contacts humains, à encore plus de possibilités de la machine, de l'informatique, mais qu'il faut avoir une conscience aiguë de ses limites pour ne pas en être prisonnier. Parce que reposer sur des moyens trop simples de recherche, c'est évidemment dépendre complètement d'une petite lorgnette, d'un petit bout de la vision des informations disponibles, et qui nous appartient à nous, de toute façon, communauté des archives, c'est-à-dire les archivistes comme les utilisateurs, et vous en êtes les utilisateurs principaux au jour d'aujourd'hui, de se réemparer de ces machines pour retrouver notre place. Les archivistes, retrouver notre place de médiateur entre vous et le document, même si nous ne le voyons pas. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de rôle à assumer auprès de vous. Et c'est là l'un des enjeux pour nous, je vous l'ai longuement expliqué, de vous amener à la connaissance sans vous étourdir d'informations, comme je viens de le faire. Désolé. Pour vous, peut-être de retrouver votre place face à une concurrence de la machine qui va faire en sorte que le généalogiste pourra, peut-être faussement, être seul derrière sa machine et se croire complètement autonome sans avoir besoin de l'aide des autres. Ce serait, de mon point de vue, une faillite que de dire à nos concitoyens que nous n'avons plus besoin des uns des autres, ne serait-ce que pour le domaine généalogique. C'est un point de vue personnel que vous partagerez ou non. Si vous êtes là au sein d'une association, c'est que je pense que vous avez
le sentiment que nous sommes meilleurs et plus forts à plusieurs, je le crois aussi, et plusieurs machines ne font pas une communauté d'hommes. Je vais en finir quand même avec un peu d'espoir. Pendant tout ce temps, rassurez-vous, les archivistes continuent de numériser malgré tout. Donc les corpus sur lesquels nous allons pouvoir nous pencher sont de plus en plus importants. Vous avez peut-être vu apparaître, nous n'avons pas encore fait de publicité, on attendait les Journées du patrimoine. Sur le site des archives de la Vienne et des Deux-Sèvres, vous avez désormais les registres d'écrous de la Vienne. Les Deux-Sèvres ont promis les registres d'écrous, les registres de prisonniers. Donc vous pouvez les regarder désormais, alors de plus de 100 ans, puisque nous respectons évidemment la CNIL. Donc nous ne pouvons pas mettre à votre disposition, si ce n'est en salle de lecture, les documents numérisés de moins de 100 ans. Et que petit à petit, nous sommes en train de commencer le cadastre napoléonien. Alors c'est une ressource qui existe parfois dans certains services. Si vous avez consulté le département de la Creuse, vous pouvez consulter les tables alphabétiques, les mutations et la matrice. Donc en ce moment, nous faisons les états de section et nous commençons le train des tables alphabétiques de propriétaires, ce qui vous permet de trouver un nom de propriétaire au moment où la matrice a été faite et puis au fur et à mesure de sa mise à jour jusque dans les années 1880. Plus tard, nous ferons la période suivante. Pourquoi je vous indique ça? Parce que ces fonds-là sont difficiles à comprendre dans leur utilisation et que ça fait partie des chantiers que nous savons avoir pour vous permettre de les employer correctement. Donc là, on aura un pas à pas, j'espère un jour, lorsque les images seront suffisamment complètes, pour vous expliquer ce que vous pouvez tirer de la matrice cadastrale, parce que je vous assure qu'à comprendre, pour ceux qui se sont déjà frottés aux épais volumes de matrice, ça n'est pas évident. Et pourtant, il y a plein de choses intéressantes. Moi qui viens d'acheter une maison, j'ai découvert que c'était une école Ferry, grâce à un site internet d'un confrère. Formidable les cadastres. Ce n'est pas encore numérisé, c'est en cours, et je vous assure que j'ai réussi à trouver parce que je sais m'en servir, parce que je suis archiviste. Donc autant vous dire que nous continuons tout de même, les modalités normales de consultation des archives ne disparaissent pas. Nous continuons à alimenter nos sites, vous pouvez continuer à nous écrire, avec peut-être un peu d'indulgence parfois. Vous pouvez surtout continuer à venir, nous sommes ouverts, mais qu'il faut petit à petit passer complètement dans un monde numérique qui n'est plus celui des années 2000-2010, celui où on mettait à disposition les documents vitrines que vous pouviez consulter directement, mais où nous mettons à votre disposition de plus en plus des services pour vous permettre de toucher l'intégralité des documents que nous conservons et plus seulement le petit pourcent que représente l'état civil. Et pour ça, on a besoin d'une étroite collaboration, je le pense, entre les généalogistes et les archives, mais pas seulement les généalogistes, la communauté des utilisateurs des archives et les archives. Ça ne veut pas dire que vous décidez à notre place, ça veut dire qu'on recueille vos besoins et qu'on essaye d'y répondre avec les moyens dont nous disposons. Mais derrière, vous avez sans doute un rôle à jouer pour que les outils qui arrivent aujourd'hui sur Internet soient réellement adaptés à vos besoins et ne fassent pas le travail à votre place ou ne siphonnent pas votre place, qui je crois est encore importante, de peur que finalement les associations généalogiques ne deviennent une de ces fameuses fausses promesses du web et ne disparaissent sous le poids des machines. Je vous remercie et vous êtes bienvenus pour les questions.